Les tailles des objets spatiaux sont incroyables. Il est parfois difficile de croire que des points lumineux à peine perceptibles éparpillés dans le ciel nocturne puissent être des boules géantes de plasma incandescent, capables d'engloutir des systèmes planétaires entiers. Certains d'entre eux se trouvent à des centaines ou des milliers d'années-lumière de la Terre, tandis que d'autres sont très proches selon les normes cosmiques. Et aujourd'hui, nous allons nous diriger sur le plus remarquable de ces astres. Notre fantastique voyage commence par l'étoile la plus importante pour nous, le Soleil. Nous explorerons ensuite plusieurs étoiles proches de lui, avant de nous plonger dans les profondeurs de la galaxie jusqu'à un monstre flamboyant caché dans des nuages de poussière interstellaire. La prochaine étape de notre voyage sera Bételgeuse, palpitante d'agonie et qui peut à tout moment exploser en une supernova mortelle. Après avoir quitté l'étoile mourante, nous nous dirigerons vers une véritable géante capable d'avaler des dizaines de millions d'étoiles comme le Soleil, CW Léonis. Ensuite, un autre astre encore plus impressionnant nous attend, la majestueuse supergéante Stephenson 218, qui est la plus grande étoile connue de notre galaxie. Enfin, nous nous rendrons dans le berceau stellaire de la nébuleuse d'Orion pour observer la naissance de ces monstres cosmiques. Tenez-vous prêts, c'est parti! Tout d'abord, le Soleil est une étoile de la séquence principale âgée d'environ 4,6 milliards d'années. Actuellement, il appartient au type spectral G2V, ce qui nous permet de considérer l'objet comme une naine jaune typique. La température à la surface du Soleil est d'environ 5780 Kelvin, ce qui correspond à environ 5510 degrés Celsius. Mais il existe des zones à la fois plus chaudes et plus froides. Dans le même temps, les couches internes de l'étoile et sa couronne externe sont chauffées à des millions de degrés, mais leur contribution à la partie visible du rayonnement est presque imperceptible. Le diamètre moyen du Soleil est d'environ 1,4 million de kilomètres et dépasse de 109 fois la taille de notre planète. La masse de l'étoile atteint 2 × 10 puissance 30 kg ou 333 000 masses terrestres, ce qui correspond à 99,9% de la masse de l'ensemble du système solaire. Nous avons l'habitude de considérer le Soleil comme une petite étoile, mais en réalité, il est plus grand et plus brillant que 80% de toutes les étoiles connues de notre galaxie. 92% du volume du Soleil est constitué d'hydrogène. Dans l'une des précédentes vidéos consacrées à l'évolution des étoiles, nous avons découvert que c'est ce gaz, chauffé à des températures incroyables, qui est le principal combustible de la réaction thermonucléaire qui entretient la combustion de la grande majorité des étoiles. En fusionnant les uns avec les autres, les noyaux d'hydrogène libèrent une énorme quantité d'énergie et se transforment en hélium qui s'accumule progressivement au centre de l'étoile. Il représente actuellement environ 7% du volume du Soleil, soit 25% de sa masse totale. En plus de l'hélium, la matière stellaire contient d'autres éléments, tels que le carbone, l'oxygène, l'azote et le fer, mais leurs quantités relatives sont insignifiantes. Le Soleil a une structure complexe et se compose de plusieurs couches aux propriétés différentes. La partie centrale de l'étoile est occupée par un noyau massif dont le diamètre, selon les calculs, atteint 25% de la taille totale de l'étoile. La température du noyau est d'environ 14 millions de Kelvin et 1 mètre cube de sa substance pèse environ 150 tonnes. C'est là que se produisent les réactions thermonucléaires, qui sont la source d'énergie principale au rayonnement de notre étoile. À la suite de ces processus, environ 4,26 millions de tonnes de matière stellaire sont converties en rayonnement chaque seconde. Le noyau est entouré de la zone dite radiative, qui s'étend jusqu'à une limite de 0,7 rayons solaires. La densité de la matière dans cette zone est trop élevée pour qu'elle puisse se mélanger librement, transportant la chaleur jusqu'aux couches supérieures de l'astre. Par conséquent, le transfert d'énergie dans cette zone est dû au fait que les particules du plasma stellaire absorbent et réémettent constamment des photons. La modélisation mathématique montre que la température de cette partie de l'étoile varie de 7 millions de Kelvin en profondeur à 2 millions de Kelvin à la limite extérieure. Selon les calculs, un quantum de lumière généré par le noyau peut passer dans la zone radiative de 10 000 à 170 000 années, et seulement après cela atteindre la couche suivante de l'étoile. Elle est appelée zone convective et constitue l'enveloppe externe relativement dense du Soleil.
La matière stellaire y est plus raréfiée et plus mobile, de sorte que la zone de convection est constamment parcourue d'énormes tourbillons qui transportent le plasma chaud des régions les plus profondes de cette couche vers le haut et les masses externes légèrement refroidies vers le bas. De telles cellules de convection restent stables pendant 10 à 15 minutes, après quoi elles s'effondrent pour former immédiatement de nouveaux tourbillons. Ce mouvement constant de la matière forme le champ magnétique qui imprègne tout l'intérieur du système solaire. De plus, le Soleil est entouré d'une atmosphère composée de plusieurs couches à la structure complexe, dont la plus basse s'appelle la photosphère. Cette région émet la majeure partie de la lumière visible de l'étoile, et c'est donc elle que nous voyons lorsque nous regardons le Soleil. La photosphère a une épaisseur de 100 à 400 km, et sa température varie de 6600 à 4400 Kelvin, soit 6330 à 4130 degrés Celsius. Au-dessus d'elle se trouve une région beaucoup plus raréfiée, d'une épaisseur d'environ 2000 km, appelée chromosphère. Elle peut être observée depuis la Terre lors d'une éclipse solaire totale ou à l'aide d'instruments spéciaux. Il s'agit d'une zone très chaude, dont la température varie de 4000 à 2000 Kelvin, et dont la limite extérieure est constamment recouverte de spicules, des jets étendus de gaz chaud d'une hauteur de 5000 à 10 000 km. La dernière région de l'atmosphère solaire s'appelle la couronne. Elle se compose de protubérances géantes, d'éruptions et d'émissions dont la taille peut atteindre 1 million de kilomètres. La substance qui forme la couronne est extrêmement raréfiée et incroyablement chaude. Sa température moyenne est d'environ 1 à 2 millions de Kelvin. La température maximale peut atteindre 20 millions de Kelvin. C'est cette zone que traverse périodiquement la sonde Parker, s'enfonçant à chaque fois plus profondément dans l'abîme de feu. Si l'on calcule le flux d'énergie émis par la photosphère, il s'avère qu'il n'est pas suffisant pour chauffer la chromosphère et la couronne à des températures aussi élevées. Cela signifie que certains phénomènes physiques se produisant sur le Soleil n'ont pas été entièrement étudiés et qu'ils entraînent un réchauffement supplémentaire des régions supérieures. Il y a plusieurs hypothèses scientifiques qui tentent d'expliquer ce paradoxe de température. Selon l'une d'entre elles, la chromosphère et la couronne reçoivent de l'énergie supplémentaire en diffusant les ondes de choc magnétique. Une autre hypothèse est basée sur l'effet de l'accélération des particules chargées dans le champ magnétique superpuissant d'une étoile. Afin de clarifier cette question et d'étudier les phénomènes mystérieux observés dans les couches supérieures de l'atmosphère de l'étoile, la sonde de recherche Parker a été créée. Cette station de recherche automatique fait partie d'un projet de la NASA appelé Parker Solar Probe, lancé en 2009. Après 9 longues années, le 12 août 2018, Parker a quitté notre planète pour toujours et s'est dirigée vers le Soleil pour remplir sa mission. Mais avant cela, elle a dû effectuer une série de manœuvres pour entrer dans l'orbite prévue. Utilisant la gravité de Vénus, Parker a progressivement modifié la trajectoire de son mouvement, s'approchant pas à pas de la boule de feu flamboyante au centre de notre système. Elle était prête à affronter la chaleur ardente de l'étoile. La conception de la sonde prévoyait un bouclier réflecteur de chaleur et tout l'équipement était conçu pour des conditions d'utilisation extrêmes. En outre, l'orbite calculée de Parker est construite de telle manière qu'elle soit à proximité du Soleil pendant une période relativement courte, après quoi elle s'éloigne, ce qui lui permet d'évacuer la chaleur accumulée dans l'espace extra-atmosphérique. La tâche principale de la sonde est de déterminer la structure et la dynamique des champs magnétiques à proximité immédiate du Soleil. De plus, Parker doit mesurer le flux d'énergie émanant de l'étoile, capturer les particules du vent stellaire et également enregistrer les processus ondulatoires dans la couronne solaire. Le résultat secondaire de la mission a été des images de Vénus et de la comète C2020 F3, obtenues alors qu'elle s'approchait encore de notre astre. Pour atteindre ces objectifs, la sonde a été équipée d'une large gamme d'instruments. Caméras, capteurs de particules et de champs magnétiques, ainsi que détecteurs de rayonnement et d'ondes radio. De nombreux facteurs rendent difficile l'accomplissement de cette tâche. Outre la température extrêmement élevée, le fonctionnement des équipements de mesure est entravé par un fort flux de rayonnement ionisant. En outre, le Soleil crée autour de lui le bruit le plus puissant dans la gamme des ondes radio, et par conséquent, la transmission des données recueillies par la sonde à la Terre se heurte également à des difficultés. Néanmoins, Parker poursuit son vol, avec chaque révolution de l'orbite réduisant obstinément sa distance à l'étoile. Fin septembre 2023, elle a de nouveau traversé la couronne solaire pour collecter une nouvelle portion de données. Et d'ici 2024, la distance entre l'appareil et la surface de notre étoile sera réduite à un niveau record de 6,5 millions de kilomètres. Les calculs montrent qu'au périhélie, l'écran réfléchissant l'énergie de la sonde peut chauffer jusqu'à 1370 degrés Celsius, ce qui est environ 3 fois plus chaud que le côté solaire de Mercure et à peine inférieur au point de fusion du fer.
Au point de l'orbite la plus proche de l'étoile, la vitesse de la sonde atteint déjà 176 km/s et passera à terme à 200 km/s, ce qui en fait l'objet spatial le plus rapide créé par des mains humaines. Malheureusement, la durée de vie de l'appareil ne sera pas très longue. Ayant atteint une distance minimale du Soleil, Parker effectuera plusieurs orbites autour de lui, ce qui prendra environ 1 an. Pendant tout ce temps, elle perdra progressivement de la vitesse et les instruments à bord seront exposés à des températures extrêmes et à de puissants rayonnements. En fin de compte, ils défailliront et la sonde elle-même descendra dans les profondeurs incandescentes du Soleil, où elle sera détruite par un océan sans fond de plasma brûlant, sans laisser de traces. Mais avant que cela ne se produise, Parker transmettra de nombreuses données précieuses à la Terre, nous permettant ainsi de franchir une nouvelle étape dans l'exploration spatiale. Cela veut dire que son vol n'aura pas été vain. À une distance de 6 années-lumière du Soleil, nous atteindrons notre première cible, la petite naine rouge GJ 699, également connue sous le nom d'étoile de Barnard. Elle est remarquable du fait qu'elle se déplace dans le ciel à une vitesse incroyable et qu'elle est capable de traverser le disque de la Lune en 180 ans. La raison est non seulement la faible distance à l'objet, mais aussi le mouvement propre très rapide de l'étoile. L'étoile de Barnard s'approche du système solaire à une vitesse d'un peu plus de 100 km/s et deviendra dans environ 10 000 ans l'étoile la plus proche de nous. À ce moment-là, la distance entre elle et le Soleil ne sera que de 3,8 années-lumière. Cependant, même à une telle distance, la faible lueur de la naine rouge ne sera pas suffisante pour la voir sans instrument optique. La masse de l'astre n'est que de 17% de celle du Soleil et son rayon est environ 6 fois plus petit. Comme toutes les naines rouges, l'étoile de Barnard est plutôt froide. Sa température de surface n'est que de 3134 Kelvin, soit un peu moins de 2900 degrés Celsius. Compte tenu de ces données, il n'est pas surprenant que la luminosité de l'objet soit 2300 fois inférieure à celle de notre étoile. En 2018, les résultats de 20 ans d'observation du mouvement propre de l'étoile ont été publiés, ce qui peut servir de preuve de la présence d'une exoplanète à proximité. Les calculs disponibles montrent qu'il s'agit d'une super Terre froide d'une masse d'au moins 3,2 masses terrestres. La planète nommée GJ 699b est située à une distance d'environ 0,4 unités astronomiques du centre du système et effectue une révolution complète autour de l'étoile mère en 233 jours. Malheureusement, l'orbite de la planète est située de telle manière qu'elle ne passe pas entre la Terre et l'étoile mère. Il est donc presque impossible de procéder à une analyse spectrale de l'objet. Cependant, la modélisation mathématique est capable de nous fournir quelques informations à ce sujet. Comme l'étoile de Barnard est peu lumineuse, son compagnon planétaire reçoit d'elle 50 fois moins d'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Pour cette raison, la température à la surface du corps céleste est extrêmement basse, seulement 105 Kelvin ou moins 168 degrés Celsius. Toutefois, il ne peut être exclu qu'en raison des perturbations des marées ou de la désintégration radioactive, suffisamment d'énergie ait été libérée dans les entrailles de la planète pour former un océan souterrain chaud. Si cela est vrai, alors la vie potentielle dans ces profondeurs aurait eu suffisamment de temps pour se développer tranquillement. Car parmi les étoiles connues, l'étoile de Barnard est apparemment l'une des plus anciennes. Son âge, selon les calculs, dépasse 10 milliards d'années, ce qui ne représente que quelques pourcents de la durée de vie prévue d'une étoile. En raison de sa proximité et de sa bonne direction de mouvement, l'étoile de Barnard est l'un des objets prioritaires pour les voyages interstellaires potentiels. Mais seul l'avenir nous dira si des vaisseaux spatiaux artificiels seront un jour capables de l'atteindre. Pendant ce temps, de l'autre côté du Soleil, se trouve presque à l'exact opposé une naine rouge peu lumineuse. On parle bien sûr de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, située à 8,6 années-lumière de notre planète. Vue de la Terre, cette étoile semble être une seule source de lumière. Cependant, une étude plus détaillée a révélé qu'il ne s'agit pas d'un objet unique, mais d'une étoile binaire. À l'heure actuelle, les deux composants du système sont à la distance maximale l'un de l'autre, environ 30 unités astronomiques. L'étoile principale, également appelée Sirius A, est une étoile brillante bleu-blanc d'une masse 2 fois supérieure à celle du Soleil. Dans le même temps, son diamètre est supérieur de 70% à celui du Soleil, et sa température de surface atteint 10 000 Kelvin.
Grâce à cela, Sirius A émet 25 fois plus d'énergie que notre étoile. Le deuxième objet, connu sous le nom de Sirius B, est à peine visible sur le fond de son compagnon brillant et massif. C'est une naine blanche d'un rayon d'environ 6000 km, dont la masse est très proche de celle du Soleil. Comme toutes les étoiles de ce type, sa température de surface est extrêmement élevée et atteint 25 000 Kelvin. Cependant, en raison de sa petite taille, la luminosité de cette naine blanche est environ 1000 fois inférieure à celle de sa compagne stellaire. Après de longues et persistantes recherches, aucun signe de la présence de planètes n'a été trouvé dans les environs de Sirius. La raison en est peut-être à la fois le petit âge du système stellaire et l'emplacement particulier du plan de l'écliptique. De ce fait, les exoplanètes hypothétiques ne passent pas entre la source lumineuse et la Terre et ne peuvent donc pas être détectées par une méthode de transit. Une autre hypothèse est qu'il y a environ 120 millions d'années, Sirius B aurait épuisé son carburant stellaire et s'est transformé en géante rouge. Peu de temps après, elle aurait perdu ses coquilles extérieures, se transformant en une naine blanche compacte et très chaude. En conséquence, le disque protoplanétaire de gaz et de poussière qui entourait le jeune système stellaire à cette époque aurait été détruit par cette explosion. Ces restes ont disparu dans l'espace environnant, privant les planètes en formation d'une chance de survivre. À l'heure actuelle, les deux composants du système se déplacent autour d'un seul centre de masse sur des orbites modérément allongées, faisant une révolution complète en 50 ans. Au cours des 60 000 prochaines années, Sirius se rapprochera progressivement de la Terre, devenant plus brillante et plus visible dans le ciel nocturne. La distance minimale sera d'environ 7,5 années-lumière, après quoi le système s'éloignera lentement de nous. Cet état de fait durera encore environ 660 millions d'années, après quoi Sirius A subira le même sort que sa compagne. Pendant une courte période, un flash puissant augmentera sa luminosité de 1000 fois. Cependant, en quelques mois, l'étoile s'éteindra complètement, disparaissant du ciel pour toujours. En quittant le voisinage de Sirius, transpercé par la lumière ultraviolette destructrice et le vent stellaire, nous manœuvrons autour du système solaire pour atteindre une petite étoile située à 14 années-lumière de la Terre. Dans divers catalogues, elle est connue sous différents noms, dont l'un est Wolf 1061. L'étoile est une naine rouge avec un rayon d'environ 30% de celui du Soleil. Sa masse est environ 4 fois inférieure à celle de notre étoile. Et la température de surface est de 3272 Kelvin, soit environ 3000 degrés Celsius. Wolf 1061 est extrêmement peu lumineuse, comme tous les objets de sa classe. Sa luminosité n'est que de 0,14% du Soleil, l'étoile n'est donc pas visible de la Terre à l'œil nu. Cependant, cette naine rouge possède l'un des environnements planétaires les plus abondants et les plus diversifiés parmi les systèmes stellaires les plus proches de nous. Dans son voisinage ont été découvertes 3 exoplanètes, et toutes 3 sont rocheuses et de composition proche de la Terre. Dans le même temps, les conditions sur chacun de ces 3 corps célestes diffèrent considérablement. La première exoplanète la plus proche de l'étoile mère s'appelle Wolf 1061b. Elle est située à une distance de 0,038 unités astronomiques du centre du système et fait une révolution complète autour de lui en 5 jours environ. La masse de l'objet est comprise entre 1,5 et 2 masses terrestres, et son rayon est 20% plus grand que celui de notre planète. Il est tout à fait probable que le corps céleste soit en rotation synchrone et soit constamment tourné vers l'étoile d'un même côté. Pour cette raison, la température du côté de l'objet est extrêmement élevée, et les éruptions et le vent stellaire d'une étoile proche excluent pratiquement la présence d'une atmosphère. Tous ces facteurs rendent l'exoplanète totalement inadaptée à l'apparition et au maintien de la vie. Le deuxième objet du système, Wolf 1061c, est situé à 0,089 unités astronomiques de l'étoile et fait une révolution complète autour d'elle en 18 jours environ. Ainsi, il se trouve dans la zone habitable de l'étoile et peut être considéré comme un corps céleste potentiellement habitable. Wolf 1061c est environ 3 à 4 fois plus massif que notre planète et appartient à la classe des super-Terres. Les observations montrent que son rayon est d'environ 1,6 fois celui de la Terre et que la gravité à la surface, selon les calculs, est 60% plus élevée que celle à laquelle nous sommes habitués. L'exoplanète reçoit sensiblement moins d'énergie de son étoile que la Terre du Soleil. Sa température d'équilibre est donc beaucoup plus basse.
Il fait 223 Kelvin, soit environ moins 50 degrés Celsius, ce qui est légèrement supérieur à la température de Mars. Cependant, compte tenu des fluctuations de température diurnes et saisonnières, de l'eau liquide peut exister à la surface du corps céleste. En présence d'une atmosphère dense avec un effet de serre évident, cette probabilité est encore plus élevée et les conditions sur la planète peuvent s'approcher du confort. De toutes les exoplanètes potentiellement habitables connues à ce jour, Wolf 1061c est l'une des plus proches, se classant 5e sur la liste. Le troisième objet du système est connu sous le nom de Wolf 1061d. Il se déplace le long d'une orbite sensiblement allongée, au point le plus éloigné de laquelle la distance entre la planète et l'étoile mère atteint 0,73 unités astronomiques. Le périhélie de l'orbite est situé beaucoup plus près du centre du système, environ à 0,21 unités astronomiques. Dans le même temps, la rotation annuelle complète du corps céleste prend environ 217 jours terrestres. Selon les calculs, la masse de Wolf 1061d est d'environ 7,7 masses terrestres. Si ce corps céleste est un objet rocheux, alors son rayon est d'environ 1,7 fois celui de la Terre. Si la planète est une mini-Neptune avec une atmosphère multicouche épaisse, sa taille devrait être d'au moins 2,2 fois le diamètre de notre planète. Malgré l'excentricité orbitale relativement élevée, Wolf 1061d n'entre jamais dans la zone habitable de son étoile. Apparemment, le corps céleste est inadapté au maintien de la vie, mais peut présenter un grand intérêt scientifique du point de vue de l'évolution planétaire. Ce système est l'une des cibles prioritaires des recherches futures. Il est donc probable que de nouvelles découvertes y soient faites prochainement. Entre autres choses, l'étoile Wolf 1061 est remarquable en ce qu'elle est située presque tout au bord du dénommé nuage interstellaire local. C'est une région de l'espace remplie d'hydrogène chaud, mais extrêmement raréfié. Sa température est d'environ 7000 Kelvin, et dans 1 cm3 d'espace, on ne trouve en moyenne que 0,3 atomes. C'est environ la moitié de la moyenne de la Voie lactée. Le système solaire s'est déplacé à travers le nuage local au cours des 10 000 dernières années. Son diamètre moyen est d'environ 30 années-lumière, mais notre système est situé presque à sa périphérie. Par exemple, Alpha du Centaure est déjà dans le dit nuage G voisin. Mais nous passerons environ 2000 ans de plus dans notre propre nuage, après quoi nous entrerons dans une zone encore plus raréfiée et chaude. Le nuage interstellaire local s'est formé à la suite de la collision de 2 bulles géantes de gaz cosmique chaud. Il a sa propre impulsion de mouvement, dirigée perpendiculairement à la direction du mouvement du système solaire, ainsi qu'un champ magnétique et un rayonnement. Néanmoins, malgré la haute énergie des particules de gaz interstellaires qui composent le nuage, rien ne menace les organismes terrestres. Le vent solaire les protège de manière fiable contre l'hydrogène de l'espace et l'atmosphère dense de la Terre subit l'impact des particules qui traversent quand même l'héliosphère. Cependant, les traces de l'isotope du fer 60, également appelé interstellaire, ont été trouvées dans les glaces de l'Antarctique. On suppose qu'il a été amené sur Terre précisément à partir du nuage interstellaire local. Poursuivant notre voyage dans l'espace extra-atmosphérique, nous trouverons bientôt une étoile plutôt inhabituelle, nommée Apécolumbae, située à 27,4 années-lumière de la Terre. Tout d'abord, elle attire l'attention par le fait qu'elle est née il y a seulement 40 millions d'années, à une époque où les dinosaures s'étaient depuis longtemps éteints sur notre planète. Ce qui est encore plus frappant, c'est que cet événement s'est produit dans une région complètement différente de la galaxie, à 450 années-lumière de la position actuelle de l'objet. Habituellement, les jeunes astres restent près de leur berceau stellaire pendant assez longtemps, jusqu'à plusieurs centaines de millions d'années. Si nous analysons le mouvement propre de Apécolumbae, il s'avère qu'elle a très probablement appartenu à l'amas ouvert IC 2391. Il compte environ 30 étoiles, unies par une origine et une direction de mouvement commune. Cependant, il y a plusieurs millions d'années, l'une d'elles a explosé, rompant le délicat équilibre établi de nombreux corps célestes. Cette catastrophe a donné à la jeune étoile un élan supplémentaire qui l'a forcée à quitter rapidement le lieu de sa naissance. Étant une très petite naine rouge avec une masse de seulement 13% de celle du Soleil, cette étoile émet 4 fois plus d'énergie que tout autre corps céleste connu, avec les mêmes paramètres. De plus, son rayon est 2 fois supérieur à la valeur calculée selon la théorie moderne de la structure stellaire. Curieusement, une autre caractéristique inhabituelle de l'étoile a aidé à obtenir des réponses à ces énigmes.
Le fait est que selon l'analyse spectrale de son rayonnement, la substance stellaire de Ap Columbae contient une quantité anormalement élevée de lithium. Habituellement, cet élément se trouve en abondance dans les cailloux protostellaires, mais s'éteint rapidement après le début d'une réaction thermonucléaire. Cela signifie que cet astre est une très jeune étoile en formation, qui n'est même pas encore entrée dans la phase de séquence principale. En conséquence, Ap Columbae se distingue par l'instabilité et sa nature explosive. Elle est soumise à de fortes éruptions et éjections de matière stellaire, au cours desquelles sa luminosité peut augmenter jusqu'à 10 fois pendant une courte période. Habituellement, de tels phénomènes constituent une menace pour les exoplanètes proches, arrachant leur atmosphère et stérilisant la surface avec un rayonnement ultraviolet. Mais les observations montrent qu'il n'y a pas de grands objets spatiaux à moins de 4,5 unités astronomiques de cette étoile. Apparemment, son âge est trop petit pour la formation de planètes à part entière. Néanmoins, c'est un corps céleste unique, très important pour comprendre le processus d'évolution stellaire précoce. Comme nous avons pu le voir, toutes les étoiles n'ont pas de système planétaire. Donc notre prochain arrêt est situé près de la naine orange Gliese 370, qui est à 37 années-lumière de la Terre. En 2011, une seule exoplanète a été découverte à sa proximité, désignée Gliese 370b. L'objet a été découvert à l'aide de la méthode des vitesses radiales et a une masse de 3 à 4 masses terrestres. Selon les idées modernes sur la formation des corps célestes, le monde découvert est très probablement une planète rocheuse dont le rayon est d'environ 30% plus grand que celui de la Terre. Dans de telles conditions, la gravité à sa surface devrait dépasser la gravité telle que nous la connaissons d'au moins 40%. Gliese 370b est située à une distance de 0,26 unités astronomiques de l'étoile mère et fait une révolution annuelle complète en 54,4 jours terrestres. Ainsi, l'exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Si la valeur d'albédo de sa surface est proche de celle de la Terre, alors la température moyenne du corps céleste devrait être d'environ 25 degrés Celsius, soit plusieurs degrés de plus que sur Terre. Le fait que l'exoplanète soit suffisamment loin de l'étoile mère suggère qu'elle n'est pas en rotation synchrone et qu'elle a son propre cycle diurne. Cela contribue à une répartition plus équitable de la chaleur sur la surface d'un corps céleste et par conséquent peut causer un climat plus doux. Une gravité modérément élevée devrait aplatir le relief de la planète, ce qui, combiné à une abondance d'eau liquide, peut provoquer la formation de mers spacieuses, chaudes et peu profondes. De tels endroits sont traditionnellement considérés comme les plus confortables pour l'origine et le maintien de la vie. Au moment de sa découverte, Gliese 370b était considérée comme l'une des exoplanètes les plus attractives pour la vie biologique potentielle. Cependant, les études les plus récentes ont suggéré que les conditions à sa surface sont un peu moins confortables qu'on ne le pensait auparavant. En particulier, il est possible que l'atmosphère d'un corps céleste soit trop dense et ait un effet de serre évident. Cependant, même selon les prévisions les plus pessimistes, la température moyenne à la surface de l'objet ne dépasse pas 78 degrés Celsius, ce qui correspond à une plage de température d'environ 30 à 100 degrés Celsius. Considérant que le climat de notre planète durant la période archéenne était à peu près le même, Gliese 370b reste une exoplanète très attractive pour la recherche de vie extraterrestre, ce qui signifie que ces recherches vont se poursuivre. Si nous nous arrêtons un moment et regardons autour de nous, nous constaterons que nous nous sommes déjà éloignés du système solaire de plus de 50 années-lumière. Dans ce rayon, il y a plus d'1 millier d'étoiles, dont la plupart sont uniques. D'autres objets sont des étoiles binaires ou même groupes d'astres. Castor en est l'exemple le plus frappant, un système complexe et étonnant composé de 6 composants à la fois. Ce système stellaire est situé à 50 années-lumière de la Terre et est visible à l'œil nu comme une seule source de lumière. Castor est connu des gens depuis l'Antiquité, étant le second objet le plus brillant de la constellation des Gémeaux et le 23e dans tout le ciel étoilé. Étant donné que le système a 6 composants, il a une structure assez complexe. Les 2 plus brillants d'entre eux, Castor A et B, sont des étoiles bleu-blanc similaires à Sirius, chacun ayant un satellite proche, une naine rouge. La distance entre les centres de masse et ces étoiles binaires est d'environ 110 unités astronomiques, et il leur faut 445 ans pour accomplir une révolution. À environ 600 unités astronomiques de Castor A et B se trouve un autre système binaire à contact, constitué d'une paire de naines rouges très similaires.
La masse de chacun d'eux est d'environ 0,6 masses solaires et la température de surface est d'environ 3900 Kelvin. Les deux étoiles sont situées si près l'une de l'autre qu'elles passent moins de 20 heures sur une révolution complète. Elles se déplacent autour du centre de masse commun de tout le système sur une orbite elliptique très allongée, avec une période de révolution d'environ 14 000 ans. Jusqu'à présent, aucune exoplanète confirmée n'a été découverte dans le système Castor. Cependant, si elles existent, elles sont très probablement situées ici, près du composant le moins lumineux du système. Par exemple, en 2018, les astronomes ont détecté des fluctuations dans la période orbitale de Castor C, ce qui implique qu'il pourrait y avoir une naine brune près d'elle d'environ 49 fois plus massive que Jupiter. Selon les calculs, elle est située à 14 unités astronomiques de l'étoile mère et fait une révolution complète autour d'elle en 54 ans. Il est possible que, comme de nombreuses naines rouges, Castor C possède des exoplanètes rocheuses situées à proximité de l'étoile. Dans ce cas, le ciel d'un objet aussi hypothétique devrait être un spectacle vraiment incroyable. D'une part, une partie importante de celui-ci est occupée par deux astres rouges cramoisis, encerclant le ciel sans cesse, et d'autre part, le crépuscule éternel qui disperse la lumière d'une paire d'étoiles dont chacune est des centaines de fois plus brillante que la Lune de la Terre. Il est encore impossible de vérifier si c'est effectivement le cas. Les entrailles de toute étoile sont chauffées à des températures incroyablement élevées. Ce n'est pas surprenant, car ce n'est que dans de telles conditions que la fusion thermonucléaire peut se produire, qui est la principale source d'énergie de toutes les étoiles. La fusion de deux atomes d'hydrogène entraîne la formation d'un atome d'hélium, de l'émission d'un électron et de plusieurs neutrinos et de la libération d'une énorme quantité d'énergie. Cependant, la fusion hydrogène-hélium n'est pas le seul processus qui chauffe les étoiles. À des températures plus élevées, le lithium, le carbone ou l'oxygène peuvent participer aux réactions. Dans ce cas, des noyaux d'éléments lourds tels que le soufre, le magnésium ou le phosphore se forment. Ils ont une charge plus élevée et se repoussent plus fortement. Il faut beaucoup plus d'énergie pour surmonter cette résistance. Lorsqu'une étoile de la séquence principale brûle la majeure partie de sa réserve d'hydrogène, elle commence à se dilater et à se refroidir, se transformant en une géante rouge. Sa combustion est entretenue pendant un certain temps par des réactions thermonucléaires de transformation de l'hélium en carbone et en oxygène. Mais plus l'étoile est légère, plus ce temps sera court. Finalement, l'étoile devient instable et perd ses coquilles extérieures, se transformant en supernova. Et à sa place reste une naine blanche. Elle n'a plus de carburant pour une réaction thermonucléaire et sans source d'énergie, elle est obligée de se refroidir progressivement. Cependant, si la masse de l'étoile dépasse une certaine limite, la fusion thermonucléaire peut devenir la principale source d'énergie, même après que tout l'hydrogène ait disparu. De tels corps célestes sont appelés étoiles Wolf-Rayet. Ce type d'objet céleste a été découvert en 1867 par les astronomes français Charles Wolf et Georges Rayet. L'attention des scientifiques a été attirée par les raies d'émission anormalement brillantes des éléments lourds du spectre. La structure interne de ces corps célestes inhabituels a été expliquée bien plus tard. Généralement, les étoiles de ce type sont des astres lourds et pauvres en hydrogène au stade final de leur évolution. Les étoiles Wolf-Rayet sont très rares. Seules quelques centaines de ces étoiles ont été découvertes dans notre galaxie. On suppose que la Voie lactée ne contient pas plus de 2000 corps célestes de cette classe. Les étoiles Wolf-Rayet sont divisées en 3 séquences principales selon l'élément le plus brillant du spectre: l'azote, le carbone et l'oxygène. Chacune d'elles, à son tour, est divisée en plusieurs types. Et c'est à la séquence d'oxygène qu'appartient l'étoile la plus chaude de l'univers étudié. Le corps céleste, maintenant connu sous le nom de WR102, a été découvert en 1971. Au début, il a été confondu avec un analogue optique de la source de rayons XGX3+1. Les observations suivantes ont montré qu'il s'agissait d'objets complètement différents. Selon les données d'analyse spectrale, l'étoile découverte se distinguait par des raies d'oxygène exceptionnellement brillantes dans le spectre d'émission. Et en 1982, WR102, avec 4 autres étoiles brillantes, sont devenus le modèle pour créer une nouvelle classe. Des études de spectre montrent que la température de surface de l'étoile dépasse 210 000 Kelvin. Ainsi, WR102 est environ 36 fois plus chaude que le Soleil.
La luminosité d'un objet aussi chaud est incroyable. Selon les calculs, elle dépasse celle du Soleil de 380 000 fois. La distance à WR102 est d'environ 10 000 années-lumière. L'objet est situé dans la zone du ciel qui appartient à la constellation du Sagittaire, mais il est impossible de le remarquer à l'œil nu. Malgré l'énorme luminosité, l'étoile est trop loin. Actuellement, WR102 appartient à la classe spectrale incroyablement rare WO2. Elle contient beaucoup d'oxygène et presque pas d'hydrogène. La fusion de noyaux lourds d'éléments tels que le néon, le carbone et l'oxygène est sa principale source d'énergie. À l'heure actuelle, seuls 9 objets de ce type ont été découverts, dont 4 sont dans la Voie lactée et 5 autres sont dans d'autres galaxies. La rareté des étoiles de séquence d'oxygène est due à 2 facteurs. Premièrement, il y a très peu d'étoiles Wolf-Rayet, car seulement des astres d'une masse d'au moins 40 masses solaires peuvent le devenir. Deuxièmement, cette classe est la dernière étape de l'évolution des étoiles de ce type. Cette étape dure de 1 à 10 000 ans, une seconde à l'échelle du temps astronomique. WR102 est une étoile petite mais dense. Son rayon n'est que de 58% de celui du Soleil et sa masse est estimée entre 15 et 18 masses solaires. On suppose qu'au moment de sa formation, elle avait une masse de 40 à 60 masses solaires. Cependant, la température élevée et les réactions violentes à l'intérieur de l'étoile provoquèrent un vent stellaire incroyablement puissant, dont la vitesse des particules dépassa 5000 km/s. En quelques mois, à cause du vent stellaire, WR102 a perdu une quantité de matière correspondant à la masse de la Terre. Avec une telle intensité d'émission de particules, en 10 000 ans, l'étoile perdra une quantité de matière comparable à la masse du Soleil. WR102 n'a pas de planète, mais est entouré d'une enveloppe de gaz avec une densité très faible. Un puissant rayonnement ultraviolet et un fort vent stellaire la compriment et l'ionisent, formant un système complexe de protubérances et d'arcs entourant l'étoile. Selon une théorie, la nébuleuse gazeuse autour de WR102 pourrait être des restes de la coquille externe d'hydrogène de l'étoile. Une autre suggestion est que la nébuleuse s'est formée suite à un flux de particules émis par l'étoile. WR102 n'est pas le seul endroit extrêmement chaud de l'univers. Par exemple, les étoiles WR142, WR30A et WR93b, ainsi que l'étoile centrale de la nébuleuse du papillon NGC 6302, sont chaudes à environ de 200 000 Kelvin. Certaines naines blanches peuvent avoir approximativement la même température de surface. Cependant, aucune d'entre elles ne peut se comparer aux étoiles à neutrons. Au moment de la naissance, leur température peut atteindre 100 milliards de Kelvin. Le rayonnement actif des neutrinos les refroidit très rapidement, mais la température de surface de toute étoile à neutrons est d'au moins plusieurs centaines de milliers de Kelvin. Ce faisant, le noyau est évidemment encore plus chaud. Mais il est peu probable qu'un record absolu de température ne soit jamais atteint. Selon les concepts cosmologiques modernes, au moment de l'hypothétique Big Bang, la température de l'univers était d'environ 1,4 fois 10 puissance 32 Kelvin. Cette valeur est une constante physique fondamentale et s'appelle la température de Planck. La physique moderne n'est pas en mesure de décrire la substance d'une température plus élevée, car dans ces conditions incroyables, les lois physiques sont déformées au-delà de toute reconnaissance. Selon les données disponibles sur l'évolution des étoiles, WR102 est en fin de vie. Contrairement aux étoiles de la séquence principale, les étoiles de Wolf-Rayet ne se dilatent pas dans leur dernier stade d'évolution. La masse élevée maintient la substance de l'étoile comprimée en une boule dense et chaude. Cependant, d'importantes pertes de masse dues au vent stellaire finissent par déstabiliser l'étoile. Si les calculs sont corrects, alors WR102 se transformera en supernova au cours des 1500 prochaines années. Si nous nous souvenons que la distance entre l'étoile et la Terre est de 10 000 années-lumière, il y a une forte probabilité pour que cet événement se soit déjà produit. Une explosion de supernova sera accompagnée d'un sursaut gamma d'une puissance incroyable. Heureusement, notre planète est trop loin pour que cette émission destructrice puisse la menacer. WR102 est constitué d'éléments assez lourds jusqu'au fer. Une évolution ultérieure nécessitera une compression extrêmement forte. L'explosion la plus puissante, qui achèvera la vie de l'étoile, entraînera de violents processus de capture de protons et de neutrons. C'est ainsi que se forment des éléments encore plus lourds, jusqu'au transuranien. En fin de compte, une étoile à neutrons restera à la place de WR102, un corps céleste incroyablement chaud et incroyablement dense.
les coquilles extérieures de l'ancienne étoile, éjectées par l'explosion, formeront une nébuleuse. Elle se refroidira lentement, libérant la chaleur accumulée dans l'espace environnant. Plusieurs milliards d'années plus tard, cette substance pourra former un nouveau système planétaire. Fin de 2019. Les observatoires astronomiques signalent une perte soudaine de luminosité d'une étoile appelée Bételgeuse. Selon les observations, sa luminosité est tombée à 36% de sa valeur standard pendant les 2 derniers mois. Certains scientifiques prédisent l'explosion imminente d'une supernova qui pourrait devenir l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Il a été suggéré que le flux de rayons gamma provenant de l'explosion pourrait constituer une menace potentielle pour la vie sur notre planète. Avril 2020. Les astronomes nous assurent que Bételgeuse a retrouvé sa luminosité normale. Elle peut encore exploser à tout moment, mais il est impossible de prédire l'événement avec certitude. Des suggestions sont faites sur les raisons de l'assombrissement anormal. L'une des principales hypothèses est celle d'un nuage géant de gaz et de poussière éjecté récemment par Bételgeuse en direction du Soleil. Juin 2021. Les données des télescopes terrestres confirment cette conjecture. Les astronomes continuent d'observer l'objet, tandis que les astrophysiciens simulent les processus à l'intérieur de celui-ci. Avant d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, il convient de comprendre ce qu'est Bételgeuse. Cet objet appartient à la classe des supergéantes rouges, et selon la théorie moderne de l'évolution stellaire, il se trouve au dernier stade de son cycle de vie. Son rayon et sa luminosité varient constamment et ses couches extérieures sont extrêmement instables. De temps à autre, l'étoile rejette des millions de tonnes de gaz incandescent dans l'espace, formant des protubérances géantes. En se refroidissant, ces protubérances remplissent la nébuleuse gazeuse qui entoure Bételgeuse. La masse de l'étoile est d'environ 17 masses solaires et le diamètre a été estimé entre 700 et 880 diamètres solaires. Si Bételgeuse était placée mentalement au centre de notre système solaire, elle engloutirait toutes les planètes jusqu'à Mars incluse, ainsi qu'une grande partie de la ceinture d'astéroïdes. Cependant, l'étoile n'a pas de bord clair car ses couches extérieures sont extrêmement raréfiées. En outre, l'objet est entouré d'une nébuleuse de gaz géante composée de protubérances refroidies et de particules de vent stellaire. La densité de la matière stellaire aux limites conditionnelles de l'étoile n'est que légèrement supérieure à celle de la nébuleuse elle-même. Bételgeuse est une étoile très brillante. Sa luminosité minimale est de 90 000 fois celle du Soleil, et à sa luminosité maximale, elle émet 150 000 fois plus d'énergie lumineuse que le Soleil. Cependant, sa température n'est pas très élevée et se situe entre 3400 et 3800 Kelvin, ce qui correspond à la partie rouge du spectre. Les couches extérieures instables de l'étoile sont constamment soumises à des processus difficiles à prévoir qui modifient la luminosité de l'objet de manière très complexe. Sa principale période de pulsation est d'environ 420 jours, mais on peut également distinguer des cycles moins distincts, plus longs ou plus courts. De plus, de temps en temps, il y a également des flashs et des atténuations imprévisibles de l'astre. Cette variabilité rend extrêmement difficile le calcul de la distance de l'objet. Selon les mesures effectuées par le satellite Coriolis en 2020, la distance entre le Soleil et Bételgeuse se situe entre 500 et 650 années-lumière. Selon les connaissances actuelles sur l'évolution stellaire, Bételgeuse s'est formée il y a environ 8,5 millions d'années et sa masse initiale ne dépassait pas 20 masses solaires. Sa vie a commencé dans un nuage géant de gaz interstellaire qui a été progressivement comprimé et chauffé par les forces gravitationnelles. C'est ainsi qu'est née la protoétoile, progénitrice de Bételgeuse. À un certain moment, la température et la pression à l'intérieur ont atteint des valeurs telles qu'une réaction en chaîne de conversion de l'hydrogène en hélium s'est déclenchée. Quelques instants plus tard, l'interaction thermonucléaire a englouti tout l'objet spatial et une nouvelle étoile a brillé dans le ciel nocturne. C'est ainsi que commence la période la plus longue de la vie de toute étoile, la séquence principale. Pendant cette période, sa principale source d'énergie est la fusion des noyaux d'atomes d'hydrogène pour former de l'hélium. En outre, plus l'étoile est lourde, plus ce processus est rapide. Les étoiles massives comme Bételgeuse ont une durée de vie de quelques millions d'années seulement, tandis que les naines rouges brillent depuis des milliards d'années. Quoi qu'il en soit, l'étoile passe environ 90% de sa vie à la phase de la séquence principale. L'hélium s'accumule progressivement et s'enfonce vers le centre de l'objet où il forme un noyau d'hélium. Le destin futur de l'étoile dépend presque entièrement de sa masse.
Par exemple, les étoiles dont la masse ne dépasse pas 20% de la masse solaire ne finissent pas leur vie en explosant, contrairement aux étoiles plus massives. Recyclant progressivement la quasi-totalité de leur hydrogène, elles deviennent peu à peu des naines bleues, des objets astronomiques chauds et relativement petits. Cependant, le temps minimum requis pour une telle transformation est d'environ 1000 milliards d'années, soit 72 fois l'âge estimé de l'univers. Par conséquent, il n'y a pratiquement aucune chance de détecter une naine bleue à l'heure actuelle. Après l'épuisement des réserves d'hydrogène, les réactions thermonucléaires s'y arrêteront et l'objet deviendra une naine blanche composée à 99% d'hélium. Des billions d'années de lente extinction et de refroidissement l'attendent, jusqu'à ce que l'étoile soit remplacée par une naine noire légèrement chaude et presque invisible au télescope. Si un objet a une masse comprise entre 0,2 et 8 masses solaires, il suit une évolution beaucoup plus complexe. L'hélium produit lors de la combustion thermonucléaire remplit le noyau de l'étoile, tandis que les forces gravitationnelles le compriment et le réchauffent de plus en plus. À un certain moment, les noyaux d'hélium commencent à fusionner pour former du carbone. L'étoile commence à se dilater, son rayon augmente et la température de ses couches extérieures diminue. Dans ce cas, l'objet se transforme en géante rouge ou en sous-géante. Les étoiles relativement légères, dont la masse ne dépasse pas 50% de la masse solaire, sont incapables de maintenir les conditions nécessaires à une réaction en chaîne hélium-carbone à l'intérieur d'elles. De telles transformations ne s'y produisent qu'occasionnellement. Dans les objets plus lourds, en revanche, les réactions dans le noyau stellaire peuvent se produire pour former du carbone, de l'oxygène et des éléments plus lourds allant jusqu'au nickel et au fer. Finalement, l'étoile se débarrassera de ses couches extérieures, laissant derrière elle une naine blanche entourée d'une nébuleuse planétaire. Si la masse de l'étoile d'origine est inférieure à la moitié de celle du Soleil, elle sera composée principalement d'hélium avec un petit mélange d'éléments plus lourds. Dans le cas contraire, la naine blanche sera essentiellement constituée d'oxygène et de carbone. Si l'étoile progénitrice est suffisamment lourde, elle pourrait également contenir du néon, du magnésium et même du fer. L'évolution des objets massifs a ses propres particularités, car plus l'étoile est lourde, plus son noyau est massif. Si la masse d'une étoile dépasse celle du Soleil d'un facteur 8 ou plus, son noyau peut dépasser la limite dite de Chandrasekhar, égale à environ 1,4 masse solaire. Dans ce cas, les forces de répulsion électromagnétique interne deviennent insuffisantes pour compenser la contraction gravitationnelle. En quelques secondes, le noyau diminue rapidement de taille, entraînant avec lui les couches extérieures. La compression extrêmement puissante la plus forte chauffe le noyau interne à une température de centaines de millions de Kelvin et pousse littéralement les électrons dans les noyaux atomiques, transformant certains d'entre eux en neutrons et donnant naissance à de nombreux neutrinos. Même une matière aussi dense ne peut contenir la particule la plus insaisissable de l'univers. En quelques secondes, les neutrinos quittent l'étoile effondrée, emportant avec eux l'énergie thermique. En conséquence, la luminosité commence à subir la pression interne la plus forte, car les protons serrés commencent à se repousser les uns les autres avec une grande force. Par conséquent, le noyau commence à se dilater aussi vite qu'il se contractait quelques secondes auparavant, créant une énorme onde de choc dans la matière environnante. Finalement, une explosion d'une puissance incroyable se produit, capable de disperser les couches extérieures de l'étoile sur de grandes distances. Dans ces flammes, des réactions deviennent possibles qui ne peuvent être reproduites nulle part ailleurs. C'est ainsi que naissent des éléments lourds comme l'or, le plomb ou l'uranium. La nébuleuse qui en résulte se refroidit progressivement et se désintègre en nuages individuels qui sont recomprimés par les forces gravitationnelles pour former de nouvelles étoiles et planètes. À la place de l'étoile morte, il reste cependant un objet minuscule mais très lourd, qui est considéré comme une étoile à neutrons. Si la masse de l'étoile d'origine dépassait 18-20 masses solaires, son noyau après l'explosion se rétrécira en un trou noir, un objet mystérieux qui déforme l'espace lui-même et le temps qui l'entoure. La modélisation mathématique montre que les étoiles particulièrement grandes, dont la masse dépasse 100 masses solaires, pourraient hypothétiquement être complètement détruites par une explosion. Dans ce cas, toute leur matière serait emportée par une onde de choc à plusieurs années-lumière à la ronde, ou transformée en un rayonnement électromagnétique des plus puissants. L'impulsion électromagnétique qui accompagne l'explosion d'une supernova peut parcourir des centaines d'années-lumière. Au début, le rayonnement se caractérise par une puissance incroyable et est capable de détruire toute vie sur son passage.
Mais à mesure que la distance augmente, la densité du flux diminue et les rayons mortels se dispersent progressivement dans l'espace. Les calculs montrent qu'une étoile comme Bételgeuse peut représenter une menace dans un rayon allant jusqu'à 100 années-lumière. Il est impossible de prédire à l'avance quand cette étoile explosera en supernova, mais cela devrait se produire dans les 100 000 prochaines années. Selon les calculs, une explosion de Bételgeuse pourrait devenir aussi brillante que la pleine lune. L'étoile mourante sera l'objet dominant dans le ciel nocturne de la Terre pendant un certain temps, puis elle s'éteindra progressivement. L'objet ne sera plus visible à l'œil nu, et seuls les télescopes les plus puissants pourront capter le rayonnement de la petite étoile à neutrons. Si la masse de Bételgeuse est en fait plus importante qu'on ne le pense, un trou noir pourrait se former après son explosion. Dans ce cas, l'énergie dégagée serait beaucoup plus faible et le spectacle beaucoup moins grandiose. En tout cas, rien ne menace la Terre. Bételgeuse est trop éloignée de notre système solaire et le rayonnement gamma qui accompagne l'explosion d'une supernova ne peut pas nous nuire. La matière éjectée par l'explosion n'atteindra le voisinage de notre système que 6 millions d'années plus tard. Sa vitesse, selon les calculs, sera d'environ 13 km/s et elle sera facilement éteinte par le vent solaire avant d'atteindre l'intérieur du système. À 650 années-lumière de la Terre se trouve un astre majestueux appelé IRC plus 10216, également connu sous le nom de CW Léonis. Au pic de sa pulsation, son rayon peut atteindre 560 rayons solaires, soit environ 2,6 fois la distance de la Terre au Soleil. Si l'on plaçait mentalement CW Léonis au centre de notre système, sa surface engloutirait toutes les planètes jusqu'à Mars et atteindrait la limite intérieure de la ceinture d'astéroïdes. Dans le même temps, la masse de l'étoile est relativement faible et se situe entre 1,5 et 4 masses solaires. Sa température de surface n'est que de 2300 Kelvin ou environ 2000 degrés Celsius. Cependant, l'astre émet en moyenne 8,5 000 fois plus d'énergie que notre Soleil en raison de sa taille incroyable. Comme toutes les géantes rouges, CW Léonis est en phase finale de son cycle de vie. Son âge n'est pas déterminé avec précision, mais on sait qu'elle a plusieurs milliards d'années. On suppose qu'au début de sa vie, l'astre était une étoile bleu-blanc d'une masse de 3 à 5 masses solaires. Cependant, il y a environ 1 milliard d'années, une proportion importante de l'hydrogène entrant dans la composition de CW Léonis a brûlé et s'est transformé en hélium. S'enfonçant progressivement vers le centre de l'étoile, l'hélium a déplacé l'hydrogène restant, formant un noyau incandescent qui ne participe pas aux réactions thermonucléaires. Ce processus est typique de toutes les étoiles dont la masse est proche de la masse solaire et constitue le point de départ de leur transformation en géante rouge. La pression interne de l'étoile fait augmenter considérablement sa taille, ce qui rend les enveloppes externes de l'étoile plus raréfiées et instables. Le diamètre de l'objet spatial augmente des dizaines de fois et sa couleur vire progressivement au rouge sang. Néanmoins, dans les profondeurs de l'étoile, une réaction thermonucléaire se poursuit, à cause de laquelle la pression et la température du plasma stellaire augmentent. À un certain moment, une réaction en chaîne de fusion de noyaux d'hélium avec la formation de carbone commence, ce qu'on appelle le flash de l'hélium. Il s'agit d'un processus physique complexe à plusieurs niveaux, qui modifie radicalement la structure interne de l'étoile. Son cœur devient incroyablement chaud, tandis que les enveloppes externes, au contraire, se refroidissent et s'assombrissent. À l'heure actuelle, CW Léonis contient une énorme quantité de carbone, mais sa masse n'est pas suffisante pour passer au niveau suivant de la fusion nucléaire. Par conséquent, le feu thermonucléaire dans les entrailles de l'objet devient instable. Lorsqu'il commence à s'éteindre par manque de combustible et de température, la matière stellaire se refroidit progressivement et rétrécit sous l'effet de la gravité. De ce fait, les entrailles de l'astre se réchauffent à nouveau et la réaction s'emballe avec une vigueur renouvelée. Ayant reçu une nouvelle portion d'énergie thermique, la matière stellaire se dilate à nouveau, interrompant la combustion. On suppose que ce processus cyclique est à l'origine des changements périodiques de la luminosité de l'étoile. CW Léonis pulse avec une période de 649 jours, atteignant une luminosité maximale de 11 300 fois celle du Soleil. Au point le plus bas du cycle, l'objet émet 6250 fois plus d'énergie que notre Soleil. Au moment de la compression, les couches supérieures de matière stellaire se séparent partiellement de l'astre, reconstituant la nébuleuse gazeuse composée de carbone et d'oxygène qui entoure la géante. Selon les calculs, ce processus fait perdre à CW Léonis 4 × 10 puissance 22 tonnes de matière par an, soit environ 7 fois la masse de la Terre.
Les observations montrent que l'âge de la nébuleuse circumstellaire est d'au moins 69 000 ans, avec une masse égale à environ une masse solaire et demie et une taille de 84 000 unités astronomiques. La nébuleuse a une structure complexe qui contient des épaississements et des amas de gaz, ainsi que des demi-arcs et des anneaux irréguliers. On pense qu'elle est due à l'activité magnétique et au vent stellaire créé par une étoile instable située à proximité. La composition chimique du nuage qui entoure CW Leonis présente un grand intérêt pour les chercheurs. Les données d'analyse spectrale montrent qu'il contient environ 70 composés chimiques différents tels que le dioxyde de carbone, l'eau et l'ammoniac. En outre, la nébuleuse contient de nombreux éléments de la partie supérieure du tableau de Mendeleïev jusqu'au fer. Il est probable que CW Leonis ait eu des planètes dans le passé. Cependant, elles ont probablement été absorbées par celles-ci pendant la phase d'expansion. Quoi qu'il en soit, de nombreuses années d'observation n'ont pas permis de trouver de traces évidentes de leur existence. Cependant, dès 1994, des distorsions à peine perceptibles de l'orbite de l'étoile ont été enregistrées, et en 2017, de mystérieux déplacements de matière dans le nuage de gaz et de poussière entourant l'étoile ont été détectés. Elle pourrait être due à une petite naine rouge en orbite autour de la géante, mais son rayonnement n'a pas encore été enregistré. La cause pourrait être une nébuleuse proche qui diffuse et réémet le flux d'énergie des sources lumineuses voisines. Ce phénomène masque les objets situés à proximité, ce qui empêche de les voir clairement. On suppose que la masse de l'hypothétique satellite stellaire de CW Leonis est manifestement inférieure à celle du Soleil et qu'il lui faut environ une centaine d'années pour effectuer une révolution complète autour de la géante. Un autre fait intéressant est la teneur en eau relativement élevée dans les environs de l'enveloppe de l'étoile. On pensait à l'origine que l'étoile, en expansion, a fait fondre et absorber des comètes glacées. Cependant, des observations réalisées en 2009 ont montré que la température de certaines raies spectrales atteint jusqu'à 1000 Kelvin, ce qui n'est possible que si la vapeur d'eau se forme directement dans les enveloppes externes de la géante. Ce fait ne correspondrait pas au modèle alors reconnu de la structure des géantes rouges. Selon ce modèle, tout l'oxygène contenu dans la matière stellaire nécessaire à la synthèse de l'eau aurait dû être entièrement dépensé pour la formation du monoxyde de carbone. Pour expliquer ce phénomène, une nouvelle hypothèse a été proposée. Selon cette hypothèse, les molécules d'oxyde de silicium et de carbone sont détruites par un puissant rayonnement ultraviolet. Ensuite, l'oxygène libéré réagit avec l'hydrogène pour former de la vapeur d'eau incandescente. Le point faible de cette hypothèse reste la question de la source du rayonnement ultraviolet. De telles réactions ne peuvent avoir lieu qu'à une température suffisamment élevée, c'est-à-dire à l'intérieur de la matière stellaire. Cependant, il ne transmet pratiquement pas les rayons cosmiques. Ce paradoxe peut être résolu en supposant qu'en raison de l'instabilité de l'astre, de grandes ruptures et des zones de densité réduite, plus ouvertes aux ultraviolets, apparaissent périodiquement à sa surface. La masse totale de vapeur d'eau dans l'atmosphère et les enveloppes externes de l'étoile est estimée à plusieurs quintillions de tonnes. Cette valeur semble énorme, mais en fait, l'eau ne représente qu'un milliardième de la masse totale de l'étoile. Selon les idées modernes sur l'évolution des étoiles, CW Leonis vit les derniers instants de sa vie de géante rouge. Au cours des 10 000 à 30 000 prochaines années, elle épuisera son combustible stellaire, après quoi elle perdra ses enveloppes externes lors d'une puissante explosion. À la place de l'étoile, il y aura un objet spatial incroyablement chaud et dense, une naine blanche. Sa masse représentera environ 80% de celle du Soleil et la température dans les premières secondes après sa formation atteindra plusieurs millions de degrés. Cependant, sans source d'énergie, elle est condamnée à s'éteindre lentement mais inévitablement au cours de milliards d'années. Finalement, le corps céleste deviendra presque invisible dans le vide cosmique, se transformant en une mystérieuse naine noire. Mais cela ne se produira pas avant très longtemps. Pendant longtemps, la plus grande étoile connue de l'humanité était l'étoile UY Scuti, située à 9500 années-lumière du Soleil. Cette étoile est tellement énorme que si elle était placée au centre du système solaire, elle avalerait l'orbite de Jupiter. Son rayon peut atteindre 1900 rayons solaires et son volume peut dépasser 5 milliards de volumes solaires. Mais depuis quelque temps, un nouveau géant prétend être la plus grande étoile de l'univers exploré. Il est connu sous le nom de Stephenson 218 ou RSGC 218. Cette étoile est située à environ 20 000 années-lumière du Soleil et fait partie de l'amas ouvert de Stephenson.
Cependant, certains astronomes pensent que l'attribution de cet objet spatial à l'amas de Stephenson n'est pas tout à fait correcte. Quoi qu'il en soit, Stephenson 218 fait partie de la constellation du Bouclier et conserve son nom originalement reçu. L'étoile elle-même a été cataloguée dans le ciel étoilé dans les années 90 du siècle dernier. Mais des nuages géants de poussière cosmique interfèrent avec les observations d'amas d'étoiles dans la constellation du Bouclier, les cachant des regards indiscrets. Par conséquent, ce n'est qu'en 2020 que les scientifiques ont pu obtenir des données sur sa taille, et cette découverte s'est avérée impressionnante. Selon certains calculs, le rayon de Stephenson 218 peut atteindre une valeur de 1,5 milliard de kilomètres, soit 10 fois la distance de la Terre au Soleil, et fait 2150 rayons de notre étoile. Cela signifie que le volume de cette supergéante dépasse celui du Soleil d'environ 10 milliards de fois. Si elle était placée au centre du système solaire, Stephenson 218 engloutirait Saturne avec ses anneaux et ses lunes, sans oublier les planètes intérieures. Il faudrait près de 8,5 heures pour que la lumière fasse le tour de cette étoile géante le long de son équateur. Il faut le même temps pour que la lumière du Soleil atteigne Pluton au point le plus éloigné de son orbite. La luminosité de cette géante, selon les calculs, peut atteindre 440 000 luminosités solaires. Mais la température de surface n'est pas si élevée et est d'environ 3200 Kelvin. C'est presque 2 fois moins que celle du Soleil et correspond à la partie rouge du spectre lumineux. Par conséquent, Stephenson 218 est classée comme une supergéante rouge. De plus, une température aussi basse signifie que la majeure partie du rayonnement de l'étoile est dans le spectre visible et thermique. Et la fraction de rayonnement ultraviolet et de rayons X qui est nocive pour la vie est relativement faible. Cependant, malgré sa taille gigantesque et son énorme luminosité, Stephenson 218 n'est pas visible de la Terre à l'œil nu. Cela est dû à la fois à la basse température de sa surface et aux nuages de poussière et de gaz cosmique qui cachent l'étoile géante aux observateurs terrestres. Ils absorbent et dispersent la lumière provenant de l'étoile, ce qui rend difficile son étude. La masse de Stephenson 218 n'est pas encore connue. Mais en supposant que la structure interne est similaire à celle de UY Scuti et d'autres supergéantes, l'étoile devrait être à moins de 20 masses solaires. Dans ce cas, la densité moyenne de cette supergéante doit être incroyablement faible et approximativement égale à la densité de l'atmosphère terrestre à une altitude d'environ 90 km au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire presque aux confins de l'espace. Il est même surprenant de voir comment dans de telles conditions, une réaction thermonucléaire se maintient, permettant à ces étoiles d'émettre de la lumière. Les tailles des supergéantes sont tellement énormes que ces étoiles sont à peine stables. La plupart d'entre elles présentent une variabilité dans leur lueur, et cette variabilité est, en règle générale, imprévisible. Ce n'est pas surprenant, car la grande majorité des supergéantes sont au stade final de leur cycle de vie et peuvent littéralement se transformer en supernova à tout moment. Selon les idées scientifiques modernes sur l'évolution des étoiles, les étoiles d'une masse initiale de 10 à 40 masses solaires deviennent des hypergéantes rouges. Une réaction thermonucléaire dans leurs entrailles brûle rapidement l'hydrogène, le transformant en hélium. Ensuite, les réactions de fusion de l'hélium, de carbone, de l'oxygène et du lithium deviennent la principale source d'énergie de l'étoile. La durée de vie des étoiles de ce type est faible, seulement quelques millions d'années. L'hypergéante est l'étape finale de leur cycle de vie. Au cours de leur développement, les futures supergéantes augmentent rapidement de volume et perdent de la masse en raison du vent solaire actif. Les nuages de poussière et de gaz cosmique adjacents à l'étoile d'origine sont rapidement absorbés par l'étoile en expansion rapide. Cependant, son propre vent solaire forme une nouvelle nébuleuse autour de l'étoile. Mais la durée de vie de ces étoiles n'est pas assez longue pour que des planètes se forment dans ces nébuleuses. À la fin, l'hypergéante explose, formant une explosion de supernova ou même d'hypernova. Ces enveloppes extérieures s'envolent et se refroidissent progressivement, se transformant en une nébuleuse, et le noyau devient une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa masse. Une explosion d'hypernova s'accompagne d'un puissant déclenchement de rayons X durs,
capable de détruire toute vie à une distance de plusieurs années-lumière. Heureusement pour la Terre, toutes les hypergéantes découvertes par l'humanité sont beaucoup plus loin. En raison du rayonnement actif des particules chargées, les étoiles de cette classe ralentissent leur rotation et à la fin, leurs enveloppes externes s'arrêtent presque. Dans ce cas, le noyau de l'étoile continue de tourner et la différence entre la vitesse de rotation du noyau et de l'enveloppe externe peut être très grande. En raison de sa luminosité élevée, de sa basse température et de sa grande taille, Stephenson 218 devrait avoir une zone habitable vraiment gigantesque. Son milieu devrait être à une distance d'environ 663 unités astronomiques au centre de l'étoile, soit environ 20 fois plus que l'orbite de Pluton. Et la superficie de la zone habitable devrait dépasser celle du solaire de plus d'1 milliard de fois. Les scientifiques n'excluent pas la possibilité de l'existence de systèmes planétaires près des hypergéantes. Cependant, la faible durée du cycle de vie des étoiles de ce type et leur comportement instable rendent cela peu probable. En tout cas, aucune exoplanète confirmée n'a été trouvée près de la supergéante. Stephenson 218 est si loin que sa lumière met 20 000 ans pour atteindre la Terre. Peut-être qu'à ce moment précis, son noyau s'effondre en une étoile à neutrons super dense, et les couches extérieures brûlantes se dispersent dans l'espace glacé qui entoure l'étoile géante. Cependant, nous ne l'apprendrons que dans un futur lointain. Les berceaux stellaires sont abondamment éparpillés partout dans la galaxie. Certains d'entre eux ont une taille relativement petite, d'autres s'étendent sur des dizaines, voire des centaines d'années-lumière. Ce sont de vastes nébuleuses de gaz et de poussière interstellaires, progressivement comprimées par la force impitoyable de la gravitation. La plupart de ces énormes nuages sont à peine visibles sur le fond du vide cosmique. D'autres peuvent être vus de la Terre à l'œil nu. L'une des structures similaires les plus proches est la nébuleuse d'Orion. Elle est située à 1344 années-lumière de la Terre et constitue un objet moyen dans ce qu'on appelle l'épée d'Orion. Cette dernière représente une ligne bien visible composée de 3 sources de lumière relativement lumineuses. En raison de sa grande taille et de sa proximité relative avec la Terre, la nébuleuse a attiré l'attention des scientifiques dès les premiers stades du développement de l'astronomie. Sans surprise, cette structure énorme est l'un des objets spatiaux les plus étudiés. Les premières images détaillées de la nébuleuse d'Orion ont été obtenues à l'aide du télescope orbital Hubble, déjà en 1993, et ont montré une incroyable variété de ses couleurs. La majeure partie de la matière sur ces images avait une teinte rougeâtre ou bleu-violet. Cependant, l'analyse spectrale de certaines régions marginales a montré des lignes vert vif inhabituelles. Pendant longtemps, ce phénomène a laissé perplexes les chercheurs, car le rayonnement observé ne correspondait à aucun élément connu à l'époque. Il a même été suggéré l'existence d'un élément hypothétique, nébulium, qui serait absent sur notre planète, mais éparpillé en abondance dans les nuages cosmiques. Cependant, avec le développement de la science, il a été constaté qu'une telle lumière est émise par l'oxygène très raréfié et ionisé. Cette découverte a permis d'expliquer non seulement l'étrange lueur de nombreuses nébuleuses, mais aussi celle de certaines étoiles, y compris notre Soleil. À l'heure actuelle, au moins 3000 astres ont déjà été découverts dans la nébuleuse d'Orion, ainsi que des nuages géants de gaz interstellaires et de nombreuses proto-étoiles. Toute cette diversité d'objets spatiaux est concentrée dans une région d'un diamètre d'environ 23 années-lumière et vit en interaction constante et complexe. La masse totale de toute la matière concentrée ici est d'environ 10 000 fois celle du Soleil. Si nous procédons à une étude plus détaillée de la nébuleuse, nous pouvons détecter plusieurs régions distinctes. La plus notable d'entre elles, c'est le trapèze, aussi connu sous le nom de θ1 d'Orion. C'est un amas stellaire ouvert âgé d'environ 300 000 ans et constitué de 8 composants principaux. Certaines étoiles ici sont binaires, d'autres n'ont pas de compagnons. Les plus lumineux et les plus visibles parmi les astres du trapèze sont les 4 systèmes stellaires désignés par les lettres de l'alphabet latin. Elles sont très proches les unes des autres et sont concentrées dans une zone d'environ 1,5 années-lumière de diamètre. La masse de chacun de ces objets est comprise entre 15 et 40 masses solaires, ce qui signifie qu'il s'agit d'astres jeunes et chauds.
L'étoile la plus massive et la plus lumineuse, tant dans l'amas du trapèze que dans toute la nébuleuse, est un objet appelé θ1 d'Orion C. C'est un astre blanc et bleu de la séquence principale, d'une masse d'environ 40 masses solaires et d'un rayon 8 fois supérieur à la taille de notre étoile. La température de surface de ce corps céleste est d'environ 45 000 Kelvin et sa luminosité est à peu près 250 000 fois plus forte que celle du Soleil. Le rayonnement du θ1 d'Orion C éclaire presque toute la nébuleuse qui l'entoure. Cependant, à proximité immédiate de l'astre, il n'y a presque pas de gaz interstellaire. Le fait est que les objets de cette classe sont caractérisés par un vent stellaire très puissant qui jette loin la matière raréfiée. S'éloignant du trapèze à quelques années-lumière, nous allons découvrir un autre système remarquable, θ2 d'Orion. Il se compose de 3 étoiles gravitationnellement liées, situées à proximité de la dite barre d'Orion, qui est une longue bande de gaz chaud émettant une lumière vive. Pendant longtemps, les nuages de poussière épais rendaient l'exploration de cette zone presque impossible. Cependant, plus récemment, le télescope James Webb nous a fourni des images plus détaillées de cette partie de l'espace. La première composante du θ2 d'Orion n'est que légèrement inférieure à la masse et à la luminosité de la plus grande étoile du trapèze. La température de sa surface est d'environ 35 000 Kelvin. Le deuxième objet du système est 15 fois plus massif et 12 000 fois plus lumineux que le Soleil, tandis que le troisième a une masse de 5 masses solaires et est chauffé à près de 14 000 Kelvin. Cependant, ce ne sont pas seulement les astres lumineux qui ont attiré l'attention des chercheurs. Les caméras infrarouges de James Webb ont permis de découvrir des objets auparavant invisibles, cachés dans les profondeurs des nuages de gaz et de poussière. Grâce au télescope, environ 180 objets nommés Proplydes ont été découverts au cœur de la nébuleuse d'Orion. Ce sont des disques protoplanétaires denses et sombres, entourant des étoiles encore en formation. L'un d'entre eux, c'est l'objet Orion 294-606. C'est une jeune proto-étoile âgée d'environ 1 million d'années, entourée d'un disque de gaz et de poussière d'environ 300 unités astronomiques de diamètre. En raison du fait que ce système est tourné sur le côté par rapport à la Terre, nous pouvons étudier sa structure et ses dimensions. On estime que dans quelques millions d'années, elle se transformerait en un astre de séquence principale, accompagné d'un système de plusieurs exoplanètes et peut-être de leurs satellites. Le ciel nocturne de ces futurs corps célestes doit être un spectacle vraiment fantastique. Imaginez une couche lumineuse multicolore qui laisse passer l'éclat d'une multitude d'étoiles proches et brillantes, beaucoup plus nombreuses que sur Terre. Et de temps en temps, de grands tourbillons de gaz chaud couvrent la moitié du firmament, transformant la nuit en crépuscule transparent. Si nous nous envolons un peu plus loin et examinons une zone plus vaste, nous constatons que le volume principal de la nébuleuse est occupé par du gaz dispersé. La partie centrale du nuage est remplie d'hydrogène fortement ionisé, absorbant abondamment le rayonnement stellaire de haute énergie. La température de ce gaz peut atteindre 10 000 Kelvin, mais baisse rapidement vers le bord de la zone. La différence de température et de pression, ainsi que les collisions des courants de vent stellaire, propulsent la matière spatiale, créant des courants et des tourbillons énormes. Selon les calculs, la vitesse de certains d'entre eux peut atteindre 50 km/s et leurs dimensions peuvent dépasser le diamètre du système solaire. En outre, dans certaines régions de la nébuleuse, de minces filaments de plusieurs années-lumière ont été trouvés, constitués d'hydrogène moléculaire relativement froid avec des impuretés de méthane, d'éthane et d'eau. S'envolant encore plus loin, nous découvrons que la zone centrale de la nébuleuse d'Orion entoure un vaste nuage de gaz plus froid et plus dense. L'éclat des étoiles brillantes et la lueur de l'hydrogène ionisé s'entrelacent de manière fantaisiste, créant ainsi un magnifique rideau lumineux multicolore. Des centaines d'objets spatiaux en dehors du champ du spectre visible se cachent derrière ce rideau. Cependant, les caméras infrarouges des télescopes modernes permettent de pénétrer à travers le voile de la matière interstellaire. En combinant des données provenant de différentes sources, les astronomes ont découvert environ 700 proto-étoiles à différents stades de développement dans cette région. Leur concentration est nettement inférieure à celle de la partie centrale de la nébuleuse, ce qui s'explique par le moindre degré de compression gravitationnelle du gaz interstellaire. La majorité absolue de ces objets sont très jeunes selon les normes spatiales et sont encore en train de se former. Selon les idées modernes sur l'évolution des étoiles, de nouveaux astres se forment au cours de la compression gravitationnelle progressive de vastes nuages de gaz interstellaires. En
En règle générale, à la suite de ce processus, les nébuleuses géantes se divisent en de nombreux centres d'attraction étroitement espacés, qui se transforment rapidement en proto-étoiles. De tels amas sont appelés berceaux stellaires ou régions à sursaut de formation d'étoiles en langage scientifique. À un certain moment, la pression interne du gaz comprimé compense les forces gravitationnelles, mettant la proto-étoile en état d'équilibre temporel. La substance restante est tourbillonnée dans un disque de vortex géant et une partie de celui-ci est progressivement absorbée par le futur astre. L'autre partie, au contraire, est éjectée bien au-delà du système naissant. Ici, le champ magnétique croissant de la jeune étoile contribue lui aussi. Les particules ionisées sont dispersées dans ces lignes de force, après quoi elles quittent rapidement les environs de l'objet. Selon les calculs, la vitesse de ces courants peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres par seconde. En entrant en collision avec le nuage de gaz environnant, il crée des tourbillons et des hémisphères à grande échelle appelés objets Herbig-Haro. Pendant ce processus, une partie de l'énergie cinétique est dissipée et se transforme en lumière et en chaleur qui repeignent ces structures fantaisistes dans une grande variété de couleurs. En outre, le mouvement ultra rapide a un effet sur la matière environnante, en y diffusant des ondes de choc également captées par des télescopes. Comme des berceaux stellaires contiennent de nombreuses proto-étoiles proches, chacune crée plusieurs émissions de gaz. Il n'est pas surprenant que des objets Herbig-Haro démontrent une variété étonnante de formes et de couleurs. De toute évidence, étant essentiellement le résultat d'une collision cosmique à grande échelle, ils sont extrêmement instables et changeants. Les objets Herbig-Haro changent rapidement de couleur et de forme et ont tendance à se dissiper complètement en quelques dizaines de milliers d'années. Depuis lors, ils ont eu le temps de s'éloigner de leurs étoiles mères à une distance de 1 à 3 années-lumière. Environ 400 objets de ce type ont été découverts à l'heure actuelle. Leur nombre total dans la Voie lactée est évalué à environ 150 000. L'une des variétés de ce phénomène naturel grandiose sont peut-être des balles, qui représentent de denses amas de gaz d'un diamètre de plusieurs centaines d'unités astronomiques, également observées dans la nébuleuse d'Orion. Se déplaçant à une vitesse incroyable, elle traverse facilement des nuages d'hydrogène plus raréfiés, créant des ondes de choc très étendues. Selon l'analyse spectrale, la partie frontale de ces objets contient des atomes de fer qui brillent dans l'infrarouge. L'âge de ces balles est estimé à environ 1000 ans, mais leur origine reste un mystère. Elles sont supposées être le résultat d'un événement catastrophique. En poursuivant le mouvement, nous constaterons bientôt que la nébuleuse d'Orion fait partie d'une structure spatiale beaucoup plus grande, appelée le nuage d'Orion. Il s'étend sur des centaines d'années-lumière et occupe presque toute la constellation d'Orion sur le ciel étoilé de la Terre. C'est ici que la célèbre nébuleuse de la tête de cheval se trouve. Elle est connue pour sa forme fantaisiste. Il s'agit d'un dense nuage de poussière d'environ 3,5 années-lumière de diamètre, bien visible sur fond de lueur écarlate contrastée. En plus, à proximité de la nébuleuse d'Orion, il y a une grande structure spatiale appelée la boucle de Barnard. Cette nébuleuse en émission d'environ 300 années-lumière est née il y a environ 3 millions d'années à la suite d'une série d'explosions successives de supernovas proches. Le mélange de courants de gaz compactés par les ondes de choc a donné naissance à une nébuleuse géante et incurvée, tandis que la lueur de plusieurs jeunes étoiles rassemblées dans un amas ouvert l'a colorée en rougeâtre. Malgré toute sa beauté, la nébuleuse d'Orion est un objet fragile et instable selon les normes de l'univers. Le vent stellaire et la pression de la lumière de nombreux jeunes astres, ainsi que les émissions de gaz et les vortex turbulents, dispersent constamment sa substance dans l'espace environnant. La nébuleuse a déjà perdu environ 60% de sa matière originelle, et dans environ 100 000 ans, elle perdra ses restes. C'est un amas stellaire ouvert, semblable aux Pléiades, qui restera à la place de ce nuage multicolore brillant. Pendant un certain temps, ces jeunes astres se déplaceront ensemble. Cependant, peu à peu, chacun d'eux trouvera son chemin dans l'immensité de la galaxie sans fin environnante. Le nombre d'étoiles dans notre seule galaxie s'élève à plusieurs centaines de milliards, tandis que le nombre d'étoiles dans l'ensemble de l'univers est presque impossible à compter. Chacune d'entre elles est unique, d'une naine rouge à peine brûlante à une géante bleue incinérant tout ce qui l'entoure. Cependant, nous ne voyons qu'une infime partie de cette incroyable diversité, ce qui signifie que de nombreuses autres découvertes étonnantes nous attendent. Et c'est parti